on va passer d'un sujet qui est quand même plus que passionnant sur les maladies héréditaires du métabolisme, un sujet qui est classique, je dirais, sur les infections néonatales. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer. Ce sujet, il est important. Il est important pourquoi? Parce que l'infection néonatale, au même titre que la maladie héréditaire du métabolisme, elle tue. Elle tue également beaucoup d'enfants, en particulier dans les pays en voie de développement, ce qu'on appelle les pays à moyens limités. Je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait avec moi. Hop, je repars là. Voilà, à moyens limités. Donc, il y a deux éléments qui intriguent le clinicien, c'est comme maintenant. La clinique, elle est complètement floue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel est l'enfant infecté de celui qui n'est pas infecté. Les marqueurs de l'inflammation ne sont pas fiables, donc on est un petit peu dans le flou, au même titre que presque comme les maladies métaboliques. Je vais juste vous raconter donc cet article qui a été publié en 2013. Merci beaucoup, Sidi. 2013, par Paola Sikias. C'est une enquête à laquelle on avait participé qui a englobé 14 maternités. Cette enquête, elle montre quoi? Je vais vous la résumer ici dans une diapo que j'ai empruntée à Olivier Clarisse. Vous voyez sur 14 maternités, 1300 naissances ou quelque chose comme ça. C'est une enquête à un moment bien déterminé. Parmi toutes les naissances, alors qu'on savait, on avait pour 95% de femmes, on avait le statut de PV négatif. Statut de PV négatif. Et on avait le statut, bien sûr, de la rupture de la poche des os ou pas, et ainsi de suite. 50% des enfants ont eu un prélèvement périphérique en salle de naissance, liquide gastrique et tout le reste. 25%, 1 sur 4, il a eu un prélèvement biologique, CRP, PCT, ou les deux, ou un seul. Et certains ont eu NMOC. 4% de ces enfants ont reçu une antibiothérapie empirique parce qu'il y avait un contexte d'angoisse, soit du médecin, soit un contexte, un contingent clinique qui le fait penser à une infection. Et parmi ces enfants, donc parmi toute cette population, vous avez 0,05% d'infection. C'est-à-dire qu'on a soumis à des traitements antibiotiques 80 nouveau-nés pour traiter un seul vrai. Ceci, ce n'est pas uniquement en France, parce que quand on regarde cette étude qui a été faite au Danemark, c'est le modèle de la néonatologie, en tous les cas de la périnatologie, les pays du Nord, 2011-2016, 326 unités de soins intensifs qui ont participé. 142 000 nouveau-nés, donc une très bonne cohorte, et on a 1197 cas d'infection néonatale bactérienne, donc moins de 1% d'enfants qui sont réellement infectés. Donc, le problème de l'infection néonatale bactérienne précoce, il fait peur à tout le monde, sauf que malheureusement, quand on regarde dans la réalité, elle est très, très rare par rapport à notre angoisse. Et quand on parle d'infection néonatale, on est intrigué plus, on est plus bien sûr préoccupé par l'infection néonatale bactérienne précoce parce que c'est une transmission verticale. C'est une transmission en salle de naissance. Très rapidement, on a des symptômes en salle de naissance ou pendant les premières 24 heures à la maternité. Pour le moment, on l'a défini comme toute infection qui survient avant J3. Il y a quelques infections, vous trouvez J4, vous trouvez J6, vous trouvez J7, mais sachez que c'est à peu près la même chose. Les infections néonatales tardives nous posent moins de problèmes de diagnostic que de thérapeutique. Parce que là, ce sont des complications plus graves, les méningites, les ostéoarthrites, les pneumopathies, donc c'est un peu plus compliqué. En même temps, on distingue, donc la plupart du temps, nous, qu'est-ce qu'on traite? On traite toutes les infections, qu'elles soient certaines, qu'elles soient probables ou qu'elles soient possibles. Et parmi ces infections, donc, il y a une espèce de classification, on classe en fonction des signes cliniques, biologiques et bactériologiques. Vous voyez, les seules qui sont certaines, ce sont ceux où il y a des signes cliniques, biologiques et des hémocs ou un liquide céphalorachidien positif. Les autres ne sont pas certaines. Alors que les probables, vous avez des signes cliniques et biologiques qui sont positifs, et une bactériologie la bactériologie périphérique est positive, et là, c'est la colonisation, c'est pas la certitude. Les infections, bien sûr, possibles, il n'y a pas de bactériologie, tout est presque négatif. Cliniquement, c'est un peu le flou. Tout peut ressembler à une infection. Vous avez un enfant qui est instable sur le plan thermique, instable sur le plan glycémique, instable sur le plan respiratoire, instable sur le plan hémodynamique, instable sur le plan digestif. Donc, tout
comment dire, perturbation d'une homéostasie quelque part pourrait être une maladie métabolique, mais par ordre de fréquence, c'est surtout une maladie infectieuse, une infection néonatale. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va commencer les antibiotiques devant le doute. Voilà. Donc, dans le doute, on commence les antibiotiques devant quoi? Quelques facteurs de risque qui sont soit maternels, soit néonataux. Les facteurs de risque maternels, c'est la suspicion de chorioamniotite, une mère fébrile avec une symptomatologie assez particulière, une fièvre maternelle, des membranes rompues, une colonisation bactérienne connue. Alors, quand on parle de colonisation bactérienne connue, ça ne veut pas dire que c'est uniquement le PV qui est positif, mais le CBU aussi. Si vous avez une femme pour laquelle vous avez, elle vous dit « Ah ben j'ai fait des infections urinaires à streptocoque B », c'est une colonisation. Donc ce n'est pas que le PV. Donc là, il faut être très attentif à ça. Vous avez un contexte d'asphyxie ou quelque chose. Les facteurs néonataux, on a quelques signes d'orientation. Le déséquilibre thermique, le déséquilibre tensionnel, donc l'instabilité tensionnelle chez l'enfant. Vous avez l'enfant qui fait des apnées de manière inexpliquée alors qu'il n'est pas prématuré. Vous avez également un enfant qui a des troubles neurologiques à type d'irritabilité. Il y a un certain nombre d'éléments. Et pour étayer tout ça, il va falloir donc à ce moment-là faire quoi? Essayer de trouver quel est le marqueur qui nous aide. Les marqueurs qui nous aident, vous voyez, il y a un certain nombre de marqueurs biologiques classiques, la numération et compagnie. Vous avez le meilleur marqueur, c'est la culture bactérienne. Vous avez les autres marqueurs qu'on appelle les marqueurs biologiques ou les biomarqueurs, et sont ceux-là, hop, j'arrive pas. Ah ben j'ai perdu, je pense qu'il y a quelque chose qui est tombé, j'en sais rien. Ah si, ça marche. Qui vont nous aider. On va cibler, on va essayer de faire passer un petit peu au crible ce genre de marqueur. Alors, pour pouvoir utiliser le bon marqueur, il faut qu'on sache à peu près qu'est-ce que c'est que l'infection bactérienne chez le nouveau-né. Donc, quand vous avez une infection bactérienne, vous avez un germe qui est en contact avec un organisme. Et ce germe peut être soit un cocci, je pense que j'ai un... Ah, ben voilà. Technicien, ah si. Donc, soit vous avez un cocci plus, ou vous avez donc un germe gram positif ou un germe gram négatif. Il ne fonctionne pas de la même façon. Vous avez un germe gram négatif, il va fonctionner par la libération des lipopolysaccharides, alors que les autres, c'est par les peptidoglycanes. Mais ils vont aller à la même zone qui est la voie de signalisation. Et là, cette voie de signalisation, ce sont ce qu'on appelle les TOL4. Donc, ces TOL4, ils vont agir eux-mêmes sur une autre, cette voie de signalisation, elle va agir. Donc, il n'y a pas que la 4, il y a plusieurs TOL qui vont agir de manière variable sur les marqueurs de l'inflammation, ce qu'on appelle les cytokines. Ils peuvent avoir soit un effet pro-inflammatoire ou un effet anti-inflammatoire. Et à partir de ce moment-là, donc ils vont agir sur un certain nombre de facteurs, et ceux-là, ils vont à ce moment-là agir également sur d'autres cytokines, en particulier l'interleukine, le TNF-alpha, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une stimulation de toute la cascade inflammatoire, avec qui va faire sécréter la CRP, la PCT, l'interleukine, les interleukines, et puis les autres dont je vais parler aussi, il y en a encore, il y a plein de marqueurs, mais je vais vous parler de deux autres marqueurs supplémentaires. Et ces marqueurs ne sont pas tous, malheureusement, ils ne nous aident pas tous. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une réaction inflammatoire, vous avez une libération à ce moment-là des interleukines qui vont monter très vite, mais qui vont se négativer très vite. Et donc, du moment où nous, on va réaliser qu'il s'agit probablement d'une infection, et on commence à faire notre bilan, nos interleukines, ils sont déjà négativés. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, ils sont déjà négativés, ou presque. Et on attend quoi? On attend l'ascension des autres. Les deux autres, c'est quoi? C'est la CRP et la PCT. La CRP, elle me mettra à peu près 6 à 8 heures, parfois 10 heures pour monter, progressivement. La PCT, elle va monter, on va voir qu'elle va monter de manière physiologique au début, et puis elle va mettre à peu près 4 à 6 heures pour monter. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider, ces deux-là, parce qu'on a le temps d'installer l'enfant, de faire le bilan, et ainsi de suite, d'envoyer le bilan au laboratoire et tout le reste. Sauf que, quand on va regarder, on va se dire, la CRP, c'est un très bon marqueur.
C'est clair. Mais elle n'est pas fiable pendant les 2 premières heures de vie. Donc, il faut attendre un petit moment. Si vous la faites à H2 et qu'elle est négative, vous ne pouvez pas savoir. Elle a quoi comme valeur? Elle a une valeur prédictive lorsqu'elle est faite au-delà de 12 heures de vie. C'est à ce moment-là qu'elle est fiable. Et quand on regarde sa fiabilité, et quand on regarde, par exemple, la courbe ROC, ici, on voit que la fiabilité, elle est pas mal. Elle est de l'ordre de 70 à 80% entre la spécificité et la sensibilité. Pratiquement, presque la même chose que la PCT. Sauf que la CRP, bon, elle a l'avantage d'être bien sûr moins chère, sauf qu'elle met du temps. C'est-à-dire que pendant les premières 24 heures, on n'attend pas la CRP, on traite et la CRP va nous dire continuer ou arrêter. L'autre marqueur sur lequel on comptait beaucoup, je me rappelle à l'époque on a fait le travail avec Jean Drel sur la néonatologie, sur les nouveau-nés, à ce moment-là, on avait vu que la PCT, elle est discriminante, c'est-à-dire qu'elle peut distinguer les infections virales, des infections bactériennes et surtout des enfants non infectés. Sauf que la PCT, elle a une augmentation physiologique. Pourquoi? Parce qu'il y a une colonisation intestinale qui s'installe très très rapidement après la naissance, surtout lorsque l'accouchement se fait par voie vaginale. Et à ce moment-là, vous avez une stimulation germe égale cascade inflammatoire, égale les toll-like, égale le reste qu'on a vu, tout simplement. Et l'organisme, il ne distingue pas entre le germe qui infecte ou le germe qui colonise. Là, il y aura des germes qui colonisent. Et donc, il y a eu quand même un algorithme qui est fait, qui nous montre qu'on peut utiliser la PCT même pendant les 3 premiers jours de vie, à condition, bien sûr, de l'adapter au seuil qu'on attend. La PCT, elle a un intérêt très important lorsqu'on fait 2 valeurs à 24 heures d'intervalle. Là, c'est une étude qui est faite chez les adultes. Vous voyez, quand on compare la PCT et la CRP à 24 heures d'intervalle chez des malades pour lesquels on suspecte une infection et par la suite, ça se confirme, vous voyez que la CRP et la PCT, ça c'est la PCT et la CRP, vous avez à 24 heures d'intervalle, vous avez une différence significative. La PCT est franchement un bon marqueur pour ça. Sauf que sa valeur prédictive, malheureusement, vous voyez, elle est à 1 sur 4, quasiment. Donc, c'est vraiment mauvais. La valeur prédictive positive. La valeur prédictive négative est bonne. Donc, on attendait, on s'est dit, la CRP au cordon, la PCT au cordon, ça va être quelque chose de magnifique. Ça a été fait par l'équipe de Nantes dans les années, même avant les années 2000. Et à ce moment-là, on s'est tous engouffrés dans l'utilisation de la PCT au niveau du cordon ombilical. Quelques années plus tard, en 2000, donc, d'abord, quel est le constat? C'est que sur cette étude qui englobe 3776 patients, là, quand vous avez une PCT supérieure à 0,6 versus une PCT qui est inférieure à 0,6, celle-là, elle est considérée comme négative, celle-là, elle est considérée comme non concluante parce qu'elle est entre les deux. Et quand on regarde in fine ce que ça donne, vous voyez que la PCT, quand elle est considérée supérieure, quand elle est considérée dans un seuil où elle est positive, eh bien, vous voyez, il y a un seul enfant qui est infectés et les autres, ce sont probablement des infections ou possiblement des infections. De la même manière, celles qui étaient non infectées, vous avez quand même 22 enfants pour lesquels vous avez une probable infection. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter les antibiotiques parce que vous avez un contingent clinique qui va avec. Voilà, donc la PCT, elle est malheureusement toute seule peu aidante. Par contre, elle est aidante dans un autre sens, c'est qu'elle permet à ce moment-là, vous voyez, de réduire un petit peu les utilisations des antibiotiques, mais ceci, vous voyez, on remarque que ceci est centre dépendant. Vous voyez, ça, ce sont 3 centres qui ont participé à l'étude multicentrique, et ces 3 centres, vous voyez, chacun a ses habitudes différentes avec l'antibiothérapie néonatale, quand est-ce qu'elle a été utilisée, lorsqu'elle a été ajustée sur l'algorithme, et surtout la baisse de l'antibiothérapie. On voit que l'antibiothérapie, elle baisse de manière, elle dépend du centre, elle ne dépend pas du patient. Ça veut dire que le centre qui sont un peu plus réactifs sur l'antibiothérapie et ses effets néfastes, ils ont tendance à l'arrêter plus facilement. Suite à cette étude, ces études princeps sur la PCT au cordon, donc il y a eu une autre étude qui est publiée en 2000, qu'on appelle l'étude Hémocord. Ça, c'est une étude également multicentrique qui montre quoi pour la PCT? Elle montre une sensibilité qui est égale à 1 sur 2.
1 sur 2, c'est comme si vous prenez une pièce de monnaie, vous la jetez, vous allez dire, elle va tomber. Si c'est pile, c'est infecté, si c'est face, non infecté. Donc, aucun intérêt en tous les cas pour décider de la mise en place du traitement antibiotique. Quand on regarde la valeur prédictive positive, elle reste toujours médiocre, un quart. On regarde la valeur prédictive positive, elle est magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si vous avez 2 PCT à 24 heures d'intervalle qui sont positives toutes les deux, vous pouvez continuer vos antibiotiques de manière formidable. Si vous avez 2 PCT négatives à 24 heures d'intervalle, H24 par exemple et H48, vous pouvez arrêter vos antibiotiques. Même si le contexte vous paraît un peu farfelu parce que la valeur prédictive négative est formidable. D'autres marqueurs, donc je vous parle un petit peu de 2 autres marqueurs qui sont dans les 10 minutes qui me restent, la précepsine et le CD14 et le CD64. Donc la précepsine et le CD14, donc c'est une glycoprotéine qui existe à la surface membraneuse des monocytes et des neutrophiles. Elle s'exprime lorsqu'elle est sollicitée elle-même par toute la chaîne de signalisation des toll-like. Et à ce moment-là, lorsqu'elle s'exprime, rappelez-vous, voilà, elle arrive. Quand je vous ai parlé, je vous ai montré ce schéma tout à l'heure, je vous ai dit vous avez 2 types de bactéries, les BG- et les Cocci+. Ils s'expriment soit par les peptidoglycanes ou par les LPS et ils vont solliciter ici. Et ici, quand on sollicite à ce moment-là la chaîne, le truc de signalisation, ils vont solliciter eux-mêmes les CD14. En sollicitant le CD14, donc au lieu de doser ici et là, on va doser celui-là. Et quand on dose le CD14, on s'aperçoit que finalement, c'est un bon marqueur. C'est un très bon marqueur de l'inflammation. Vous voyez sur cette étude, sur cette méta-analyse avec 12 études sélectionnées, vous avez les enfants infectés, les enfants non infectés, et vous avez également les enfants contrôle. Vous avez les early onset, vous avez les précoces, vous avez les tardives et vous avez les contrôles. Et on voit très bien qu'elles montent beaucoup dans les infections tardives, elles montent pas mal dans les infections précoces. Et quand on regarde la courbe ROC, elle est pas mal, on est à 0,9 à peu près pour cette courbe ROC. Ça veut dire qu'elle est vraiment bien, la précepsine est vraiment un bon marqueur. Sauf que la précepsine, elle est à peu près comme la PCT. La PCT, on est à peu près à 0,9 sur la courbe ROC. Donc, elle apporte probablement un élément supplémentaire, mais je dirais à la marge. Et elle est beaucoup plus fiable, si vous voulez, quand on est dans ce cut-off-là. Même avec des taux qui sont plus élevés, elle ne gagne pas en sensibilité ni en spécificité. Et le CD64, c'est également un autre marqueur qui se retrouve juste en dessous de la chaîne de signalisation, la même chose qui est sollicitée, ce sont des neutrophiles et c'est une glycoprotéine qui s'exprime à la surface des neutrophiles aussi, et quand ils sont sollicités, les neutrophiles sont sollicités, donc il y a une libération du CD64. Et ce CD64, il a l'avantage de ne pas être altéré par la DRT, la MMH, les HIV, enfin les HIV, c'est l'hémorragie intraventriculaire. Contrairement à la PCT et à la CRP qui peuvent bouger quand on administre le surfactant, celle-là, elle ne bouge pas. De la même manière, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, intéressant pour nous. Quand on regarde la courbe ROC, vous voyez, on est un petit peu déçu. Parce qu'on voudrait quand même que cette courbe ROC remonte un petit peu à 96 ou 98%. On reste à 90% de la même manière. Donc c'est fiable, mais elle n'apporte pas plus que la CRP ou la PCT. On est à peu près... Alors vous allez me dire, et si on combine tout? Ah bah on a combiné. Non, ça c'est une étude comparative pour comparer le CD14 et le CD64 chez les nouveau-nés. C'est une étude égyptienne, une étude prospective qui montre quoi? Qu'ils sont tous les deux, ils augmentent tous les deux en cas d'infection néonatale. Probablement que le CD64 s'exprime plus que le CD14. Mais on reste avec une courbe ROC aux environs de 0,88. Donc on n'arrive pas à dépasser 0,9. Et après, quand on commence à les combiner tous, en disant peut-être qu'en combinant tout le monde, on va arriver très probablement à quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, en combinant ici la CRP plus, je perds mon marqueur,
ici. En combinant les deux, on arrive à gagner un peu plus par rapport au CD14 seul ou par rapport au CD64, par rapport à la PCT toute seule ou par rapport à la CRP toute seule. Donc actuellement, il n'y a pas de marqueur fantastique, formidable, qui nous permet à ce moment-là de dire c'est celui-là qu'il nous faut. On arrive au traitement. Donc le traitement, il dépend de l'écologie locale. Quand on regarde par exemple ce qui se passe en Afrique, c'est essentiellement les entérobactéries qui sont résistantes. C'est les Klebsiella, c'est les entérobactères cloaqués, alors que dans les pays nordiques, quand on regarde par exemple les pays du Nord, entre autres, puis les États-Unis et même l'Afrique du Nord, probablement ce qui domine chez nous, c'est essentiellement le Strepto et les Escherichia coli, comme l'étude qui a été faite en Tunisie. Donc le traitement, malheureusement, il dépend encore de l'écologie, parce que nous n'avons pas la même écologie partout. Actuellement, le traitement qui est recommandé en tous les cas par l'OMS, c'est PENIG, enfin la pénicilline G plus un aminoside qui est la gentaline. Eux, ils préconisent un traitement par voie intraveineuse, parentérale pendant 7 jours en cas d'infection certaine. Donc, ce qui est recommandé en France, c'est la pénicilline G ou l'ampicilline plus gentaline. En cas de chorioamniotite ou de forme sévère, on utilise une triple antibiothérapie avec l'ajout d'une céphalosporine de 3e génération. Je passe sur la durée des traitements pour gagner 1 minute pour parler de l'antibiothérapie orale. Alors jusqu'à présent, vous savez très bien que les recommandations internationales et puis des sociétés savantes, c'est que l'infection du nez, elle se traite par voie intraveineuse. Il y a quelques études qui sortent sur des études randomisées prospectives. Par exemple, là, l'étude hollandaise de Fleur-Kay, qui est une étude prospective randomisée multicentrique de non-infériorité, qui est faite auprès de 17 CHU hollandais, 19 centres, 500 nouveau-nés qui ont été traités par antibiothérapie intraveineuse selon le protocole de chaque service. Chacun utilise l'antibiothérapie qu'il veut. Et une fois qu'ils ont utilisé pendant 2 jours, à ce moment-là, il y a eu 2 bras. Un bras où on a switché les enfants vers une antibiothérapie orale par l'amoxicilline plus l'acide clavulanique pour les 5 jours restants, parce qu'ils ont déjà eu 2 jours. Et puis les 255 autres, ils ont continué la même antibiothérapie par voie intraveineuse. Les résultats sont extraordinaires parce qu'ils montrent que les résultats sont idem et surtout que l'observance est meilleure dans le groupe qui a reçu le switch par voie orale, la poursuite par voie orale. Alors, ils ont pris des malades dont l'infection est probable au possible. Ils n'ont pas pris de malades d'infection certaine parce que vous avez vu, l'hémoculture est négative. OK ? Alors, je reviens à une étude un peu plus ancienne, faite par mon ami Paolo Manzoni de Milan, qui concerne, donc lui, il a pris un groupe d'enfants de 36 nouveau-nés. Il a pris des enfants infectés ou pas. Donc suspect d'infection. Il a pris 72 nouveau-nés contrôle et 36 nouveau-nés pour lesquels il a su. 72 plus 36. Ils ont tous été suspects d'infection. Ils ont été traités pendant 3 jours par une antibiothérapie par voie intraveineuse, qui est l'ampicilline plus le sulbactam. Et une fois qu'ils ont été traités pendant 3 jours, il y a eu des enfants qui ont des infections certaines, ça veut dire hémoc positive. Ils considèrent, eux, que les urines positives est une infection certaine parce qu'ils considèrent que c'est une bactériurie. S'il y a une bactériurie, c'est qu'il y a eu une bactériémie. C'est comme ça qu'ils le considèrent. Et cette étude, elle montre quoi ? Elle montre que le switch, voilà, la suite, elle est là. Donc le switch, après 3 jours par voie intraveineuse, eux, ils ont utilisé l'Oroken, donc une céphalo 3e génération orale. Ils ont continué 5 jours ou 6 jours ils ont mis 10 jours, 7 jours supplémentaires par Oroken. Et pour des enfants il y en a certains qui ont une infection probable, d'autres certaines, et ainsi de suite. Ils ne montrent pas de récidive d'infection sur les 3 mois qui suivent donc cette antibiothérapie. Et là, il y a de plus en plus de travaux qui se font sur l'antibiothérapie, le switch par antibiothérapie orale. Ils n'ont pas l'antibiothérapie d'emblée. Je vais rester dans les temps. Pour conclure en disant, la clinique, elle reste la mère de la décision. C'est elle qui décide et non pas le reste, et en particulier les facteurs de risque. Malheureusement,
La PCT au cordon est assez décevante. La PCT, elle n'a comme objectif que de diminuer la durée d'antibiothérapie. Quand on a, comme je vous ai dit, 2 PCT à 24 heures ou 48 heures d'intervalle, vous êtes sûr de pouvoir arrêter vos antibiotiques en toute sécurité. Les nouveaux marqueurs de l'inflammation qu'on attendait avec impatience, c'est pas tout à fait ça. L'antibiothérapie doit être ajustée en fonction de l'écologie locale. Et finalement, l'antibiothérapie, orale, elle aura probablement un avenir. Et très probablement, il y a des études qui commencent à réfléchir, à dire on peut peut-être commencer l'antibiothérapie orale d'emblée, sans passer par la phase du switch, c'est-à-dire dès le début, sur les enfants hémodynamiquement stables par de l'amoxicilline. Je vous remercie.